Dans des conditions moyennes, chaque automobiliste respire en 1 heure plus d'1 milliard de microparticules. L'automobiliste est finalement la première victime de sa propre pollution, on peut presque dire. D'ailleurs, on nous demande souvent, finalement, la qualité de l'air n'est pas bonne pour les enfants dans leur poussette, mais finalement, on se rend compte par ce genre d'études que l'enfant, dans son siège auto, est exposé à des niveaux de pollution, a priori, bien supérieurs que ce qu'il respire quand il est dans sa poussette en bordure d'un axe. Voici donc ce qui se passe. Les pots d'échappement rejettent leurs microparticules au niveau des prises d'air des voitures qui suivent. Et elles pénètrent dans les habitacles. Résultat, les enfants les respirent à pleine bronche. Comment en est-on arrivé là? À l'origine, le diesel était le carburant de ceux qui roulaient beaucoup, comme les chauffeurs de taxi ou les routiers. Il était moins taxé pour aider ces professionnels de la route. Pour accroître cet avantage fiscal, les transporteurs routiers ont bloqué plusieurs fois la France au début des années 80. Les transporteurs routiers ont décidé d'organiser une journée nationale de protestation contre l'augmentation du prix du gazole. Résultat, des millions d'automobilistes ont dû subir dès ce matin les joies des bouchons routiers. Dominique Thouard. Dès ce petit matin, des barrages ont été mis en place. Et dans la matinée, le trafic s'est progressivement perturbé. À l'issue de ces grèves, l'État est affaibli. L'allègement fiscal est devenu intouchable. Une situation qu'un homme utilise au profit de son entreprise, Jacques Calvet, le patron de Peugeot. Rencontre avec Jacques Calvet, le PDG du groupe PSA, à Peugeot et Citroën, la primeur, coup d'œil sur la 205, la Visa ou la dernière BX. L'idée de Jacques Calvet est d'obliger François Mitterrand à garantir l'avantage fiscal sur le diesel pour toutes les voitures. En échange, Peugeot propose de fabriquer des moteurs diesel en masse à des prix acceptables. Le discours de Jacques Calvet est industriel. Il faut bien voir que le diesel a un coût d'entretien et de carburant beaucoup moins élevé, pollue beaucoup moins qu'un moteur essence sans catalyseur piloté, et pour l'économie nationale, pour la balance du commerce extérieur, consomme moins de carburant. Jacques Calvet disait des contre-vérités sur la pollution du diesel. Dès 1983, un rapport d'experts dirigé par le professeur Roussel, chef de service à l'hôpital Bichat, dénonce les dangers du diesel. La tendance à intensifier la dieselisation du parc automobile risque en effet de poser dans les années à venir un problème de pollution particulière. Une série de travaux ont montré la responsabilité des particules dans la genèse de certains troubles respiratoires liés à leur pénétration dans l'arbre bronchopulmonaire, celle-ci s'opérant d'autant plus facilement que leur taille est plus petite. Il est prudent de craindre des effets génotoxiques et cancérogènes chez l'homme. Ceci doit inciter à réduire au maximum les émissions de particules diesel. Le rapport Roussel n'a jamais été pris en compte. Jacques Calvet imposa son point de vue. L'industrie automobile française était déjà en crise, des milliers d'emplois menacés. Aucune force politique n'était en mesure de résister à un chantage à l'emploi. L'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, se souvient. C'était le tout diesel, malgré l'impact sanitaire du diesel qu'on connaissait parfaitement bien dans les années 90, lorsque j'ai fait voter la loi sur l'air. Lorsque j'ai fait voter l'article 2 dans lequel il est dit que le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est un droit, les constructeurs automobiles sont remontés auprès du ministre de l'équipement de l'époque, Bernard Pons, et ils avaient incontestablement l'oreille du gouvernement. Vous êtes battu contre des lobbies, c'est ça? Bien sûr. Est-ce que ce sont des lobbies tellement puissants qu'ils ont pu atténuer, voire pratiquement supprimer les effets de la loi que vous aviez promue? Oui, bien sûr. La loi sur l'air n'a en fait jamais été appliquée. Un lobby automobile tout puissant, dont une autre ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, garde un souvenir cuisant. J'ai eu des relations assez rock'n'roll avec Jacques Calvet, qui décrochait son téléphone pour me donner des ordres et pour aboyer des insultes au téléphone. C'était assez pénible. Les menaces étaient explicites et le mépris à l'égard du ministre écologiste était patent.
je suis convaincue que les constructeurs automobiles français ont vécu sur l'idée d'une rente, qui était la rente du diesel effectivement, avec une arrogance bien connue chez nous, hein, c'est Cocorico, on est les meilleurs, les avions renifleurs, le Concorde, le nucléaire français, bon, le diesel ça faisait partie de cette mythologie. Je pense qu'ils se sont plantés lourdement. Aujourd'hui, Jacques Calvet ne veut plus parler devant les caméras, mais nous l'avons joint par téléphone et il persiste et signe. Mais écoutez, le diesel me paraissait avoir toute une série d'avantages en ce qui concernait les émissions de gaz dangereux, et donc j'avais très très bonne conscience en défendant le diesel. Et vous avez obtenu... Écoutez, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus. Écoutez, c'est déjà... Sous la pression des constructeurs, le diesel est ainsi devenu le carburant français. Il est passé en 35 ans de 3 à 60% des voitures en circulation. À qui cela profite-t-il? Grâce à l'allègement fiscal, l'automobiliste gagne une vingtaine de centimes par litre à la pompe. Est-ce une bonne affaire pour les autres? À commencer par les premiers industriels concernés, les fournisseurs de diesel, les pétroliers. Au départ, il y a le pétrole brut. Pour le transformer en carburant, il faut le raffiner. Nous sommes ici dans l'une des plus grandes raffineries de France, à Gravenchon, en Normandie. Tout se passe dans ces énormes tuyaux et ces cuves. On ne voit jamais ni le pétrole brut, ni les carburants. Et première surprise, le diesel coûte plus cher à produire que l'essence. Quand le diesel quitte la raffinerie, sa valorisation, avant les taxes, hein, etc., sa valorisation est plus chère que celle de l'essence. Alors si ensuite le client achète le diesel moins cher à la pompe, c'est parce qu'entre la sortie de la raffinerie et la station-service va s'appliquer un certain nombre de taxes, hein, et que effectivement les taxes sur le gasoil sont moins élevées que l'essence. Si le diesel est moins cher à la pompe, c'est uniquement parce qu'il est moins taxé. La raison n'est donc pas économique, mais politique. Le raffineur peut-il gagner plus d'argent en produisant plus de diesel avec les mêmes quantités de pétrole? Non, une fois que le brut est dans les bacs, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est à le traiter et à le distiller en sécurité. Hein. On ne peut plus jouer sur les rendements. Pour un baril de pétrole brut, on obtient 30% de diesel, 20% d'essence, 20% de kérosène. Le reste, c'est du gaz et des produits lourds. Industriellement, il est impossible de changer ces proportions. Résultat, les raffineries n'arrivent pas à produire suffisamment de diesel pour notre consommation. Sur le port pétrolier de Gravenchon, ce qu'on exporte le plus, c'est de l'essence. Environ 60 à 80% de notre production d'essence, hein, de carburant, est exportée par bateau, essentiellement vers les États-Unis et un peu au nord de l'Europe également. La détaxation du diesel comparativement à l'essence fait que la France doit importer du diesel, parce que essentiellement on consomme pratiquement 4 fois plus de diesel que de supercarburant en France. Donc c'est pas une bonne affaire. Donc clairement il y a un déséquilibre du marché. Hein. On est obligé de vendre loin ce que l'on produit ici et d'importer de loin ce que l'on pourrait produire ici. Importer notre diesel, revendre l'essence que nous fabriquons, c'est la conséquence absurde d'une politique tout diesel.